Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Rabat accueille les 16 et 17 décembre le colloque international des finances publiques organisé par le ministère de l'économie et des finances du Maroc en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques. Le thème retenu pour cette 15e édition est de circonstances. Dans un monde de multicrises, quel modèle de gouvernance des finances publiques ? Les discussions seront animées par des experts et des personnalités de très haut rang qui prospecteront les pistes de modèles appropriés pour prendre les bonnes décisions en termes de finances publiques. Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui le trésorier général du Royaume du Maroc, Nourdine Bensouda. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une joie renouvelée que de vous accueillir sur les plateaux de Média TV. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. 15e colloque international des finances publiques. D'abord, un mot sur la maturité de cette rencontre qui, rappelons-le, est de retour en présentiel après la Covid-19. En effet, comme vous le savez, le ministère de l'Économie et des Finances organise depuis 2007 des colloques sur les finances publiques, sur différents thèmes, sur la transparence, le pilotage, la gouvernance, l'État territorial. Et cette année, le ministère de l'Économie et des Finances, plus précisément la Trésorerie générale du Royaume, a initié cette conférence sur quel nouveau modèle de développement ou modèle de gestion des finances publiques dans un monde de multicrises. Comme vous le savez, si les crises sont connues depuis le XVIIe, XVIIIe et depuis toujours, la différence aujourd'hui au XXIe siècle, ce sont des crises qui sont récurrentes, qui se poursuivent et qui se répètent, et pour lesquels il y a beaucoup plus d'incertitudes, que ce soit pour les décideurs publics que pour les citoyens. Et justement, nous avons invité des experts pour réfléchir comment gérer la rareté des ressources et la rareté aussi en matière de dépenses pour essayer de faire face à la demande sociale. Nous y reviendrons certainement sur cet exercice d'équilibriste comme il est aujourd'hui défini et décrit. Mais avant, quel est le degré d'inquiétude justement de gestionnaires des finances publiques face à ces incertitudes, face à ce monde qui est aujourd'hui en train de gérer déjà plusieurs crises à la fois? Je pense que les décideurs publics en général, en matière de finances publiques, l'un des principes fondamentaux pour gérer de manière sereine les finances publiques, c'est de rester optimiste et en même temps rester positif et essayer d'innover parce que les financiers ont l'habitude de gérer la rareté. Et justement, les experts qui vont intervenir vont nous permettre de savoir un peu plus sur les innovations dans le domaine des finances publiques. Et comme vous le savez, les modèles qui ont été suivis pendant le XXe siècle commencent à être un peu dépassés, les modèles, même les systèmes institutionnels, les instruments et les outils. Et aujourd'hui, nous avons un environnement qui a complètement changé. Et même les possibilités que nous avions auparavant ne sont plus là. Je pense par exemple à la privatisation, à la dérégulation. Et comme vous le savez, quand il y a eu la crise, c'est l'État qui a été appelé pour soutenir les opérateurs économiques et les citoyens. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, whatever it takes, quoi qu'il en coûte. Et donc l'État est intervenu, et c'est ce qui a été fait par l'État marocain, suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a donné des instructions pour soutenir les secteurs d'activité qui ont été déséquilibrés par cette crise de la Covid-19, également de soutenir les citoyens, soutenir les salariés qui ont perdu leur salaire, enfin qui ont perdu leurs revenus. Et donc l'État a mis tous les fonds nécessaires pour dépasser cette situation et c'était la bonne décision. Donc il y a un côté, c'est la gestion de l'urgence, mais en même temps, il ne faut pas oublier le structurel. Et ce sont les réformes structurelles qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement sur un certain nombre de secteurs, mais on peut en parler par la suite. Alors, justement, je l'évoquais dans mon introduction, c'est ce thème de cette 15e édition du colloque international des finances publiques sur la gouvernance des finances publiques. Aujourd'hui, d'abord, quelles sont les crises qui impactent à ce jour? Bon, bien sûr, vous avez évoqué à juste titre la Covid-19 avec
tout l'effet domino qu'elle a eu sur plusieurs secteurs de l'économie. Mais quelles sont les crises qui impactent directement le Maroc aujourd'hui, M. Bensouda? D'abord, au niveau international, vous voyez qu'il y a des décisions qui sont prises par la Fed, par la BCE, d'augmentation des taux d'intérêt. Donc ça impacte nos capacités de financement. Il y a la crise alimentaire, il y a la crise dans l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, il y a la crise énergétique, pour ne citer que ces crises. Mais il y a des crises qui existent depuis longtemps, c'est les changements démographiques, les changements climatiques. Le Maroc a souffert dernièrement de la sécheresse. Et donc ce sont ces crises-là auxquelles il faut trouver des réponses structurelles. Et justement, ce qui a été fait, c'est que ces réformes, pour ne citer que quelques-unes, la réforme de la santé, la réforme de l'enseignement, la généralisation de la protection sociale, et tout cela nécessite des financements et des moyens. Vous allez peut-être me poser la question, comment trouver ces moyens? Ben oui. Mais justement, les financiers en général, par rapport à l'enveloppe budgétaire qui est allouée chaque année, qui est autorisée par le Parlement, c'est à l'intérieur de cette enveloppe qui augmente d'année à année, de faire, bien sûr, de donner la priorité aux secteurs qui sont les plus nécessaires, pour lesquels il y a une intervention immédiate et dans la durée. Et ce qui a été fait, j'en profite pour parler un peu de l'initiative qui a été prise par le gouvernement au niveau du projet de loi de finances 2023, c'est cette vision sur les prochaines années, c'est-à-dire une programmation pluriannuelle. Vous avez remarqué que la loi organique des finances avait prévu la programmation pluriannuelle. Maintenant, elle est mise en œuvre réellement, en termes de dépenses et en termes de recettes. En termes de dépenses, nous avons une visibilité sur les 3 et 4 prochaines années, mais en termes de recettes, ce qui est inédit, aujourd'hui, les opérateurs économiques ont une visibilité jusqu'à 2026. Ils savent exactement ce qui va se faire en matière d'impôt sur les sociétés, ce qui va se faire en matière d'impôt sur les revenus, sachant que, par exemple, en termes toujours de recettes, il y aurait des réformes, comme l'a dit Madame la ministre Nadia Ftah et Monsieur le ministre du Budget, Monsieur Fawzi El-Qja, sur la programmation de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre sur la réforme fiscale. Alors, il y a gouvernance et multicrise dans la même phrase, enfin en tout cas dans la même thématique de ce colloque. Nous reviendrons bien sûr à cette question beaucoup plus générale des finances publiques un peu plus tard, mais sur ce colloque, c'est la combinaison, j'ai envie de dire, de challenge et d'opportunité en même temps. Quand on parle de gouvernance et de multicrise, comment on peut mieux gérer les aléas avec une meilleure gouvernance pour ne citer que ce grand chantier? Vous avez parlé de beaucoup de réformes. En effet, là, pour démystifier un peu, parce qu'on parle de gouvernance, il faut bien préciser de quoi il s'agit. Donc c'est en même temps la décision et en même temps la gestion. La décision, c'est que nous sommes en face de plusieurs acteurs. Les acteurs traditionnels, Parlement, gouvernement, le pouvoir judiciaire. Mais il y a des acteurs qu'il va falloir prendre en considération. L'impact des réseaux sociaux sur la décision est fondamental. Et donc, l'État est un agrégateur, il prend en considération toutes les parties prenantes et il prend en considération la différence d'opinion. Et c'est cette différence d'opinion qui crée de la richesse, qui permet de l'innovation. Ce que vous dites, en fait, je me permets de vous interrompre, Si Bensouda, c'est que l'État, aujourd'hui, entend. Bien sûr. Et écoute les doléances des citoyens. Depuis toujours, et il continue. Et bien entendu, il essaye d'intégrer toute l'information. Bon, on va parler peut-être tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui permet de mieux gérer et la décision et la gestion. Il y a un thème en particulier, il y en a plusieurs tout au long de ces 2 journées du colloque, qui a retenu mon attention, entre autres. Alors, il y en a 2. Le premier, c'est la responsabilisation des acteurs financiers publics. Comment, à l'avenir, peut-être mieux responsabiliser ces acteurs qui sont très divers et variés, comme vous l'avez évoqué à juste titre il y a quelques instants? Vous avez raison d'évoquer cette question de responsabilité. D'ailleurs, dans les discours de Sa Majesté, il a insisté sur la responsabilisation et sur la responsabilité des décideurs publics. Il ne suffit pas de respecter les textes en vigueur, mais il est nécessaire que les politiques publiques soient exécutées. Exécutées en termes de qualité et sur un plan temporel. Donc, on peut avoir des décideurs qui respectent les textes, et un peu c'est le travail que nous faisons, le contrôle de régularité de la dépense publique,
Mais la mise en œuvre, par exemple, la construction d'un CHU ou la construction d'une route va prendre au-delà du temps nécessaire et dans l'attente est très importante de la part des citoyens. Donc aujourd'hui, justement, quand on parle de nouvelles manières ou de nouveaux modèles de gestion des finances, de gouvernance des finances publiques, c'est de nous intéresser à la performance, à la gestion du temps pour rendre un service public de qualité pour les citoyens et dans les délais les plus brefs. Et cela me permet de parler de quelque chose de fondamental. Le projet de loi organique des finances qui est en cours essaye de réduire les délais en ce qui concerne, par exemple, la gestion de la loi des lois de finances. Comme vous le savez, au niveau du Parlement, il y a 30 jours, au niveau de la Chambre des conseillers, il y a 20 jours. Eh bien, le fait de réduire un peu les délais, ça permet d'accélérer le processus. Et c'est de la même manière en ce qui concerne la loi de règlement. Si on va un peu dans l'histoire, la loi de règlement arrivait 4 années, 3 années après. Aujourd'hui, la loi organique des finances a rétréci, a réduit le délai et il est encore nécessaire de le réduire. Pourquoi ? Parce que l'évaluation des politiques publiques, ou pour ne parler que des finances publiques, l'évaluation de l'exécution des finances publiques dans des délais très courts permet de rediriger ou de repiloter et de rattraper peut-être les distorsions qui ont été observées lors de l'exécution de la loi de finances. Alors, il me semble, juste avant la Covid-19, où c'était l'avant-dernière édition, où il était question de la chose locale, de la gestion de la chose locale, et comment elle est cruciale aujourd'hui, comment aujourd'hui le fait de parler de finances publiques locales doit prendre une autre tournure à même d'accompagner ces ambitions de développement pour les régions, pour cette régionalisation avancée, afin qu'elle... Parce que c'est une question de financement aussi et surtout, comment pourrait-elle démarrer réellement sur le terrain, Monsieur le Trésorier général du Royaume? Mais je crois que là, il faut insister sur une question de méthode. C'est que ce que nous observons au niveau de l'État, on va l'observer aussi au niveau décentralisé ou déconcentré. Pourquoi ? La méthode, c'est d'insister sur la cohérence, sur sur l'esprit d'équipe. Nous l'avons bien vu au Maroc, nous avons réussi un exploit sur le plan footballistique. Et c'est la même chose sur le plan des finances publiques. Quand il y a une équipe soudée et qui est avec une cohérence, on arrive à faire évoluer les choses, que ce soit sur le plan de l'État ou au niveau des collectivités territoriales. Dans les discours de Sa Majesté, il y a la décentralisation d'un côté, la régionalisation et la déconcentration. Les acteurs au niveau local ou au niveau régional doivent travailler en équipe. Et il y a une répartition des tâches. Cette division du travail qui est classique permet d'avoir un meilleur rendu pour le citoyen. Et donc, d'un côté, il faut bien gérer d'abord les politiques publiques, leur financement en termes de dépenses et en termes de recettes. Pour votre information, la Trésorerie générale du Royaume a pris en charge la gestion de la taxe d'habitation et la taxe sur les services communaux avec la dernière réforme de la fiscalité locale. Et cette manière de faire, cette intégration de bout en bout, assiette jusqu'au recouvrement, va permettre d'un côté de mieux gérer les ressources, pour ne citer que cet impôt, et en même temps d'avoir un interlocuteur unique par rapport aux citoyens. Et j'en profite pour donner un exemple. Les marchés publics. Les marchés publics, si on prend les réformes antérieures, c'était des réformes juridiques. La réforme qui est aujourd'hui sur la table du gouvernement est une réforme, elle est juridique, elle est gestionnaire et elle est économique. La dimension des marchés publics, c'est 20% du PIB. Vous voyez toute la masse financière qui est mise à la disposition des opérateurs économiques. Mais en même temps, elle permet donc de soutenir les opérateurs économiques d'un côté et de respecter les principes de transparence, d'égalité des chances et de possibilités, des opportunités offertes aux PME, aux coopératives, aux auto-entrepreneurs. Donc vous voyez, c'est cette vision, holistique où il y a les différentes phases juridiques, gestionnaires et économiques qui permettent de mettre la réforme. Mais, on en parlera peut-être vers la conclusion, au moment de la conclusion, ce sont les ressources humaines qui sont fondamentales dans la gestion de toute politique publique ou de toute
j'allais dire, toute organisation. Oui, de toute organisation. Et puisque vous avez parlé de réforme, Nourdine Bensouda, c'est cette nouvelle manière de faire le calcul, notamment de la dette. Donc c'est nouveau, c'est une nouvelle méthode. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle méthode de calcul et pour quel résultat? La dette, comme vous le savez, elle est rapportée au PIB. Mais le plus important pour un État, c'est de ne pas être en défaut de paiement. C'est ce que le Maroc a réussi depuis plusieurs années. Notre notation au niveau international, on arrive à la maintenir. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résilience. Il y a de la résilience dans la gestion des finances publiques et de la résilience dans la gestion aussi de notre balance des paiements. Et on a une résilience aussi en matière de gestion monétaire grâce au travail qui est effectué par la Banque centrale. Donc c'est un peu cette conjonction entre la politique monétaire, la politique budgétaire et notre commerce international, ou la gestion de notre commerce international, et en même temps l'ouverture et la fermeture en fonction des possibilités. Vous le savez, quand il y a pénurie au niveau du blé, on baisse les droits de douane. Quand il y a suffisamment de production au niveau national, donc c'est cette gestion intelligente, et je pourrais parler d'intelligence collective, qui permet de mieux gérer les finances publiques et faire face et garder notre réputation au niveau international, surtout vis-à-vis des agences de notation. Malgré justement cette pression sur la dette intérieure. Oui. Vous voyez que finalement, aujourd'hui, l'activité a repris. Il y a des évolutions prometteuses. On va arriver à atteindre le déficit qui a été prévu lors de la préparation du projet de loi de finances 2022. Et justement, tout le monde est mobilisé, que ce soit en termes de recettes ou en termes de dépenses, pour atteindre cet objectif. Un des objectifs, Nourdine Bensouda, est l'élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que vous pensez que ce PLF, ce projet de loi de finances, œuvre justement pour élargir cette assiette fiscale? Je crois qu'à ce niveau-là, ce que nous sommes en train d'observer, c'est l'évolution de la conscience et l'évolution culturelle. Je crois que tout un chacun a compris que nous devons gérer collectivement, que quand on travaille collectivement, on atteint un objectif. Chacun comprend qu'il y a un esprit de solidarité. Et c'est ce qui a été initié par le projet de loi de finances 2023, où il y a une contribution de la solidarité, mais une contribution de la solidarité pour ceux qui doivent contribuer plus que d'autres, parce que c'est tout à fait normal, leur situation économique est meilleure. Quand on a donc cette évolution culturelle et évolution des consciences en général, ça ne peut qu'augmenter la marge de manœuvre, le consentement à l'impôt. Nous avons fait une conférence à ce sujet-là, mais c'est une évolution de notre société. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les discussions qui se passent entre les acteurs de la décision dans ce domaine, j'entends par là les opérateurs économiques avec la Confédération générale des entreprises marocaines et du Maroc et le gouvernement, il y a quand même un dialogue, une écoute attentive de la part du gouvernement. Et je pense que le projet de loi de finances 2023 est vraiment la synthèse de cette ambiance qui est une ambiance positive et constructive. Pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Je voudrais vous citer sur une interview. Vous avez dit, Nourdine Bensouda, que les réformes requéraient l'adhésion des citoyens et leur confiance. La confiance requiert deux ingrédients, des actions de court terme qui ont un impact sur la vie des citoyens et une justice lorsqu'il s'agit de supporter le coût de ces réformes. Fin de citation. Justement, est-ce qu'on commence un peu à sentir le résultat de ces réformes dans ce sens, dans le sens du rétablissement de la confiance et dans le sens d'une justice plus juste? En effet, vous touchez là un sujet très intéressant, c'est celui de la réduction des disparités en général, ou des inégalités, les inégalités spatiales, les inégalités en termes de ressources, les inégalités d'intelligence ou de formation. Donc ce travail sur la réduction des inégalités permet une meilleure cohérence, une meilleure gestion au niveau de la société. Et je crois qu'aujourd'hui, je reste quand même optimiste, comme je vous l'ai dit au départ, tout le monde est conscient qu'on doit tous participer pour assurer une stabilité de notre économie et de la société marocaine. Je voudrais enfin terminer, parce que vous avez dit conscient et aussi confiant. 2023, sous quels auspices, Nourdine Bensouda, selon vous, en tant que trésorier général du Royaume? Moi, 2023, j'espère que les choses vont s'améliorer, mais je voudrais, avant de conclure, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, ce sont l'investissement dans nos ressources humaines, que ce soit pour une entreprise privée, que ce soit au niveau de l'État. Donc la qualité de nos ressources humaines,
que ce soit à l'entrée, au moment du recrutement, d'abord au niveau de la formation, le préscolaire, et je pense que c'est pour ça que nous avons comme invité de marque Cheikh Ibn Moussa, le ministre de l'Éducation nationale, qui va nous entretenir sur la réforme de l'enseignement. Donc il est nécessaire d'investir depuis le début jusqu'à la fin et continuer. La mise à niveau des ressources humaines au sein des organisations en général publiques et privées est fondamentale. Mais il faut augmenter les budgets pour... Justement, l'intelligence artificielle permet de donner plus de marge de manœuvre. Je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais je peux vous en parler par exemple à titre d'exemple. Aujourd'hui, la Trésorerie générale a mis en place un assistant virtuel pour le dépôt électronique depuis novembre qui permet d'accompagner les opérateurs économiques, le secteur bancaire. Et nous avons comme invité de marque l'ancien ministre, M. Firdaus, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui va participer avec nous à ce colloque. Et donc, le fait d'inclure aussi ces nouvelles technologies, on pourrait envisager qu'elles fassent partie dans l'élaboration des projets de budget dans les années à venir afin de mieux allouer, puisqu'on parle d'éducation, parce que c'est très important, et ça ne peut pas se faire si on n'augmente pas les budgets de ces départements, notamment celui de Sibel Moussa. Vous avez raison, l'intelligence artificielle va avoir un impact sur les recettes, parce que c'est de l'information, c'est la mine, c'est le plus important pour avoir de l'information et pour avoir un reporting de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Il en est de même en ce qui concerne la dépense. Cette information permet de mieux gérer les budgets. Et enfin, je voudrais revenir à cette question de vos projections parce que nous sommes en décembre, bientôt c'est la nouvelle année 2023. Ouais. Comment l'envisagez-vous, M. Bensouda ? La Trésorerie générale s'occupe de l'exécution des budgets, mais pas des prévisions. Donc, je vous en dirai un mot au niveau de l'exécution par notre bulletin statistique des finances publiques. Certainement, mais sous de bons auspices, elle se présente, selon vous ? Je l'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Nordine Bensouda, Trésorier général du Royaume. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.